Écoutez, là, c'est trop compliqué. Disons que ce qui agace Louis XIV, c'est l'agitation que la querelle entre les jansénistes et les jésuites entretient dans le royaume. Alors, ils se battent à coups de pamphlets, la querelle rejaillit dans les salons, tout le monde parle de la grâce tout le monde discute de théologie et ça fait désordre. Mais surtout, en fait, s'il sévit contre les jansénistes, c'est parce que les jansénistes ont pour soutien au culte le cardinal de Retz, qui, lui, est archevêque désigné de Paris et qui a été un des meneurs de la Fronde. Donc, en fait, la nécessité de mettre de l'ordre dans l'Église est surtout d'origine politique chez Richelieu. Enfin, il faudra quand même interdire les provinciales de Pascal. Ah bah oui, bien sûr, mais ça fait désordre. Ouais. Bon, tout ce qui trouble la paix publique est mauvais pour Mazarin. Donc, un tour de vis. Alors, il reprend donc le royaume en main. Il s'occupe aussi, il consolide sa propre position, Simone Berthier, et d'abord celle de ses nièces. Mazarin n'avait pas d'enfants, mais il avait des sœurs qui elles-mêmes avaient des enfants, et on le voit caser toutes ses nièces, évidemment, en les mariant, parce que du coup, maintenant qu'il a vaincu la Fronde, on commence à considérer Mazarin en le mariant à des grands de l'époque. Oui, mais ça, c'est de règle. D'abord, si on veut être accepté par un pays d'accueil, il faut s'y installer, s'y implanter. Et quand on n'a pas de famille directe pour s'y implanter, eh bien, on recourt évidemment aux neveux et nièces. J'ajoute qu'il y a aussi une autre règle, alors d'ordre familial, celle-ci. Quand un membre d'une famille réussit, eh bien, il est normal qu'il fasse la fortune de tous les collatéraux. Donc, il est tout à fait naturel que Mazarin invite neveux et nièces en France. Alors bien sûr, il marie ses nièces très bien, il n'a que l'embarras du choix. Le prince de Conti, le frère du grand Condé, demande la main d'une nièce. N'importe laquelle, dit-il, ce qu'il veut, c'est épouser Mazarin. Ouais. Pour se réconcilier avec lui. Oui. Alors, il y en a une parmi elles, quand même, qui a joué un rôle particulier. C'était Marie Mancini, qui a été le premier grand amour de Louis XIV, au point d'ailleurs qu'on s'est demandé si Mazarin ne souhaitait pas, au fond, faire de cette nièce une reine de France. Oui, alors, bon, l'histoire est très connue, elle a fait couler beaucoup d'encre, depuis Racine et la séparation de Titus et de Bérénice. Bon. Alors, je vous réponds tout de suite à la question concernant Mazarin. Non, Mazarin n'a pas rêvé de faire de Marie une reine de France, parce que la question se pose au moment où il a négocié déjà la paix avec l'Espagne et où le mariage de Louis XIV avec l'infante est sur le point de se conclure. Alors, Mazarin n'a aucune envie de flanquer par terre l'œuvre de toute sa vie, c'est-à-dire la paix générale, pour les beaux yeux d'une nièce très insubordonnée qui ne lui attirera que des ennuis. Alors il s'occupe des affaires de sa famille, mais il se préoccupe beaucoup aussi de ses propres affaires, de sa fortune, car Mazarin, vous le dites, Simone Berthier était à la fois un homme d'État, mais qui avait aussi le sens des affaires. Naudet veut que j'achète la grande Bible de Gutenberg pour ma bibliothèque. Que peut-on vendre? Nous avons des tapisseries, du sucre du Portugal, un grand surplus d'ambre. Vendez, je veux cette Bible. Voyez Hervard pour une lettre de crédit. Bien sûr. Le bateau, Je marchande. C'est une flûte qui s'appelle par un jeu du sort la cardinale. achetez. Voyez donc à La Rochelle s'il y a des galères armées. La mer rapporte beaucoup. Ce matin, je regardais cette carte. Vous savez ce que je me disais, la victoire de Nordlingen n'a servi à rien. Et pas d'argent. De pâte me coûte, la guerre me coûte, les grands me coûtent. Et le Parlement rechigne à enregistrer de nouveaux impôts. Je suis trop pauvre. Nous, monseigneur? Oh non, pas nous, non. C'est l'État qui est pauvre. Et le pays malheureux, je le sais. Alors le pays était malheureux, en effet, Simone Berthier, mais Mazarin ne l'était pas. Vous dites qu'il était même à l'époque l'homme le plus riche de France. Ah oui, il a laissé la plus grosse fortune du XVIIe siècle. Mais d'où venait-elle, lui, qui n'avait pas de fortune familiale? Eh ben, alors, justement, si vous voulez, le système fiscal était tel en France et les circuits financiers que on ne peut pas juger en fonction de nos critères actuels. Il n'y avait pas de banque d'État et le trésor public était constamment vide parce que les revenus normaux du roi étaient absolument incapables de faire face
aux dépenses d'une guerre. Ça, c'est le système qu'il voulait. Alors, quand Mazarin prend le pouvoir, les revenus de l'État sont déjà dépensés pour 2 ans à venir, c'est-à-dire qu'on a C'est la faillite, comme dirait François Fillon. Oui, mais c'est la vraie faillite, alors là, pour le coup. On a emprunté sur les impôts à venir et tout est dépensé. Bon, donc, Mazarin a besoin d'argent pour mener sa politique et également pour se refaire lui-même. Alors, il y a les deux, si vous voulez. Le poste de Premier ministre est un siège hautement éjectable. Il suffit que Anne d'Autriche se fâche tout d'un coup pour qu'il soit renvoyé chez lui après saisie de tous ses biens. Donc, il lui faut des liquidités, il les met de côté. Il faut aussi qu'un Premier ministre assure des fonctions de représentation et du mécénat. Un Premier ministre pauvre, c'est impensable à l'époque. Il faut au contraire qu'il soit riche, ça fait honneur à son maître, et il faut qu'il mette à la disposition du public, par exemple, la magnifique bibliothèque qui est devenue aujourd'hui la bibliothèque Mazarine, c'était pas des livres de lecture pour son agrément personnel, c'était des livres savants ouverts à tout le monde. C'est un mécène qui était passionné par la musique, on l'a déjà dit, un armateur aussi. Oui. C'est assez étonnant cet aspect qui est moins connu finalement de Mazarin, ce mécénat justement. Écoutez, oui, il y a deux choses. Le mécénat, ça veut dire c'est l'intention de faire connaître à la France les merveilles artistiques d'un autre pays, le sien en l'occurrence l'Italie. C'est vrai pour l'opéra. Mais il y a plus que du mécénat dans l'amour de Mazarin pour les œuvres d'art ou pour la musique italienne. Il y a quelque chose de viscéral. Il est resté italien jusqu'au fond de ses fibres. On n'atteint pas 40 ans dans la Rome des Barberini, qui était un centre culturel extraordinaire, sans en garder des traces. Alors, et j'ai l'impression, vous m'avez parlé tout à l'heure de ses mœurs, on ne lui connaît aucune liaison. Il ne peut pas, il aurait ruiné sa carrière s'il avait couru le guilledou, soit avec des femmes, soit même avec des hommes. Et, avec du temps d'Anne d'Autriche, encore pire. Donc j'ai l'impression qu'il y a un transfert et que il demande à l'art des jouissances intenses et à la musique en particulier. Alors la grande affaire, ça a été quand même la guerre, c'est elle qui justifiait des impôts plus lourds, là, qui expliquait aussi l'impopularité de Mazarin, mais très préoccupé, il n'aimait pas la guerre, nous l'avons déjà dit hier, Simone Berthier, mais très préoccupé par la fin de cette guerre qui se prolonge après les traités de Westphalie en 1648. Elle se prolonge contre l'Espagne. Et alors, Mazarin fait tout pour négocier une paix. Il va même d'ailleurs également s'allier avec Cromwell contre l'Espagne. Là, c'est vraiment extraordinaire, parce qu'évidemment, on reproche à Mazarin, Premier ministre d'une France catholique, de s'allier avec un protestant contre l'Espagne catholique. Un protestant régicide. Ils viennent envoyer Charles Ier à l'échafaud. Il est tellement pragmatique, dites-moi. Oui. Non, mais la règle d'un roi, ça doit être l'intérêt de l'État et il ne doit pas tenir compte de ses passions personnelles et de ses sentiments. Alors là, il faut finir la guerre. La guerre avec l'Empire a été signée à Westphalie, mais la guerre a continué avec l'Espagne. Et c'est un boulet que Mazarin traîne et il veut en venir à bout rapidement. Il n'y a pas le choix. Pour conquérir les places de Flandre, il faut l'appui d'une flotte. La seule flotte disponible, c'est celle de Cromwell. Donc il signe, c'est scandaleux, il s'allie avec le diable. Et il va négocier pendant des mois, donc avec le Premier ministre espagnol, Don Luis de Haro, une paix, la paix des Pyrénées. Parce qu'ils commencent par les battre, les Espagnols. Ils commencent par les battre avec l'aide des Anglais à la bataille des Dunes, et à ce moment-là, il faut négocier la paix. Et qui, pour être plus solide, prévoyait le mariage de Louis XIV avec la fille du roi d'Espagne, Philippe IV. Monseigneur, vous avez gagné. Sa Majesté Philippe IV est à Fontarabie. La date sera bien respectée. Pour le mariage, assurément. Le 9 juin, dans 10 jours, ici même, à Saint-Jean-de-Luz. Sa Majesté, la Reine. La partie est gagnée. Dans 4 jours, vous rencontrerez votre frère Philippe IV. Et dans 10, notre roi sera marié. Quand je songe à tout ce qu'il a fallu affronter pour le mener là. Ah, que je remercie Dieu. Et vous? C'est maintenant. C'est à nous, Don Luis, de refermer pour toujours le temple de la guerre. Alors la paix
avec l'Espagne, le mariage de Louis XIV avec la fille du roi d'Espagne, c'est vraiment le couronnement au fond de l'œuvre de la politique de Mazarin. Le royaume est en paix à l'intérieur déjà avec la fin de la Fronde, il est en paix désormais à l'extérieur. Au fond, il lègue à Louis XIV, car il va mourir très peu de temps après son mariage, après le mariage de Louis XIV, il lègue un royaume en paix justement, et un royaume très puissant. Oui, bien sûr, mais le bilan est extraordinaire. Il meurt à la tâche d'ailleurs, il est malade depuis très longtemps, il est épuisé. Mais le bilan est remarquable dans la mesure où il est venu à bout des révoltes nobiliaires, il n'y en aura plus jamais dans le royaume, et il est venu à bout de l'hégémonie espagnole. C'en est fini, la décadence s'annonce et bientôt la dynastie s'éteindra avec la fin du siècle. Et la France, à travers lui, c'est l'arbitre de l'Europe, c'est la plus grande puissance européenne. C'est la plus grande puissance européenne, et il va plus loin, il oblige les pays d'Europe du Nord et de l'Est qui se battaient, Suède, Danemark, Pologne, etc., à signer la paix entre eux. Donc jamais, depuis plus d'un siècle, l'Europe n'avait été exempte de conflits sur un point quelconque de son territoire. Là, en 1661, quand il meurt, l'Europe est en paix. Le bilan est vraiment extraordinaire. C'est un bel héritage pour Louis XIV, qu'il a d'ailleurs tellement bien préparé à l'expérience du pouvoir que le lendemain de la mort de Mazarin, Louis XIV exerce pleinement le pouvoir alors qu'il était au fond un peu dans l'ombre de Mazarin jusque-là. Et non seulement ça, il décide de ne pas prendre de Premier ministre. Mazarin n'a pas de successeur, mais alors, chose curieuse, il a une postérité, c'est-à-dire qu'en fait, et vous le rappelez Simone Berthière, c'est même le sens au fond de votre livre, il a une aussi mauvaise réputation qu'il l'avait de son vivant, Mazarin. Oui, ben d'abord à cause des mémorialistes, parce que la plupart des vaincus de la Fronde ne lui pardonnent pas leur mise à l'écart, et ils se mettent à leurs écritoires et ils écrivent leurs mémoires. Alors La Rochefoucauld, le cardinal de Rais et beaucoup d'autres crachent leur venin dans leurs écrits. Et puis ce qui se passe, c'est qu'au XIXe siècle, les historiens exhument d'abord les textes des mémorialistes. Donc ils épousent nécessairement leur point de vue. Et ils se greffent là-dessus. Alors un nationalisme virulent qui se manifeste chez tous les historiens du 19e. Comment un Italien a-t-il pu gouverner la France mieux que Mazarin, un grand héros français? On retrouve la xénophobie du 17e. On retrouve la xénophobie et par l'intermédiaire des manuels scolaires, eh bien, de l'avis et de l'enseignement primaire notamment, Mazarin devient un rusé, un voleur, un fourbe, et finalement un ministre de transition. Voilà, entre Richelieu et Louis XIV, alors que sans lui, eh bien, le règne de Louis XIV n'aurait jamais été ce qu'il fut. Et c'est ce que vous rappelez justement dans votre livre, qui est une réhabilitation. Je sais bien que le rôle d'un historien n'est pas de réhabiliter. Non, mais il est de dire sujet. la vérité. Et en l'occurrence, on a trop menti sur Mazarin. Il faut tout de même bien lui rendre justice. Et on y retrouve évidemment un très grand homme d'État dans ce livre très complet, signé par mon invité Simone Berthière, Mazarin, le maître du jeu, qui a été publié aux éditions de Fallois. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm Mazarin de Pierre Cardinal, ainsi que du film Louis Enfant Roi de Roger Planchon, disponible en DVD chez Universal. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Olivier Daligo, documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac.